Je vous souviendra que sur ce plateau, j'avais fait cas du film Invictus, de la vie de Mandela. Et je suis sûr que quand on va se retourner encore, Mandela, on se rend compte que Mandela est vraiment mort aux États-Unis. Quand on voit en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui eux-mêmes ont vécu la ségrégation raciale, je ne peux pas comprendre que des gens qui ont été soutenus par pratiquement le monde entier, c'est aujourd'hui eux qui se promènent dans la rue, lancent la main, comme Chaka Zulu, comme on le voyait dans le téléfilm, pour chasser des ressortissants étrangers. Pas tous, hein, lance-pierre en main, pas tous. Franchement, je préfère dire tous. Parce que, Christelle, il vous souviendra que dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire, oui, il y a eu des vagues de violence vis-à-vis contre. Il y a des gens qui ont voulu créer des vagues de violence contre la communauté libanaise. Le gouvernement est monté au créneau. Le gouvernement est monté au créneau pour mettre un haut là. Pour dire non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand des gens viennent dans nos États, quand ils sont en règle, pourquoi est-ce qu'on devrait les chasser? Je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas en règle, que le gouvernement prenne ses responsabilités pour demander à la personne, comme on le fait en France, mettre les OQTF, comment on appelle ça, les OQTF là? Obligation De quitter le territoire, oui. de faire en sorte que ces personnes-là quittent le territoire. Mais on ne peut pas mettre des ressortissants d'un autre pays qui vont subir la furia de barbares, j'ai envie de dire de sauvages. Non, c'est pas des sauvages. Si je le dis, je l'assume, parce que je ne peux pas comprendre qu'on aille tabasser des gens, qu'on aille macheter des gens. Il n'y a pas d'autre mot à dire, ce sont des sauvages. Tout doucement. Voilà, première des choses. La deuxième des choses, lorsque vous parlez tout à l'heure, le gouvernement nigérien et le gouvernement ghanéen qui disent bon ok, on va porter l'affaire à l'Union africaine. On va porter l'affaire à l'Union africaine et pourquoi pas au Sénat, de sorte à avoir, dans la mesure du possible, comment nationaliser pour créer la réciprocité. Mais quoi de plus normal? Mais l'Afrique du Sud, c'est vrai que vous allez faire fuir les investisseurs. On s'en fout. Christelle, on s'en fout. Parce qu'on ne peut pas faire subir des choses comme ça aux ressortissants d'autres pays. Ça, c'est la première. Parce que, est-ce que ce n'est pas le pied qu'ils mettent dans le plat en brisant certaines choses chez eux-mêmes, en chassant des gens? Je ne vais pas citer des noms d'entreprises. Je ne le ferai pas. On va pas citer. Mais je pense que tous les Africains, vous savez, les entreprises sud-africaines. Je pense que la première des choses que vous devez faire, c'est de commencer à boycotter ces entreprises-là. Vous lancez un appel en direct de ce plateau? Mais clairement, qu'est-ce que vous voulez? Je suis africain, je ne peux pas le supporter. Je le dis clairement. Et je pense qu'en tout état de cause, tout Africain responsable devrait boycotter ces entreprises-là, purement et simplement. Ça se passe dans n'importe quel pays. Ce sont des nationaux. Mais même si ce sont des nationaux, à un moment donné, il est important aussi que quand eux, ils viennent faire des chiffres de milliards et des milliards en CFA, en euros et en dollars, à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte que vous faites de l'argent dans d'autres pays. Donc c'est normal que d'autres aussi fassent de l'argent. Alors, lorsqu'on avait commencé justement à parler de ce sujet, vous aviez dit lorsque les pays vont commencer à toucher, à réagir au niveau des sanctions économiques, vous allez voir que l'Afrique du Sud va réagir. Déjà, il y a un spectre, justement, dans ces pays-là, de toucher ces entreprises. Et l'Afrique du Sud dit attention, vous allez chasser les investisseurs, mettre des emplois à mal. Enfin, ils mettent en garde. Réaction, je pense que ma formule était que lorsque vous voulez sanctionner quelqu'un, toucher sa poche, il va réagir. Donc je suis constant, moi je suis pragmatique. L'Union africaine, c'est bien que le Ghana et le Nigeria aient décidé de saisir l'instance continentale. C'est de la bureaucratie. C'est de la bureaucratie, ça vous permet d'avoir des traces. Ça vous permet d'avoir des témoins avant d'agir. D'accord. Maintenant, quant à la sanction, ne serait-ce qu'MTN au Nigeria. Sans citer. Bon, excusez-moi, la filiale sud-africaine d'une entreprise de téléphonie au Nigeria, c'est près de 90 millions d'abonnés. Précisément 87,5 millions d'abonnés. Et au niveau des travailleurs? Chiffre d'affaires, 3 à 4 milliards de dollars, soit près de 5 000 milliards de naira. Le chiffre d'affaires de cette entreprise. Croyez-moi, Christelle, si le Nigeria a nationalisé cette entreprise-là, le gouvernement sud-africain va agir. Il agira pourquoi? En faisant quoi déjà? Parce que les patrons de l'entreprise ne vont pas accepter de perdre ce marché qui lui rapporte près de 4 milliards de dollars l'année pour les comportements déplacés de quelques petits esprits à Soweto ou dans les taudis des townships de Durban. En prévision justement, puisqu'on a déjà tout le, je pense qu'ils ont déjà tout le chiffre d'affaires et tout, s'ils mettent en garde, comme vous le dites, ça veut dire qu'il y a peut-être, danger. Alors quelle serait la bonne attitude pour le gouvernement sud-africain en ce moment? L'Afrique du Sud est inquiète. Ça, c'est bien sûr. Bien sûr. Quand vous dites au Nigeria que si le Nigeria nationalise, il y aura des graves dégâts, est-ce que le Nigeria est palable avec les États-Unis? Est-ce qu'ils sont en palable avec la France? C'est vous qui êtes visé. Donc c'est une communication de panique.
c'est comme si, attention, ne faites pas ça. Donc, que devrait faire le gouvernement nigérien est responsable. Non, du sud, de l'Afrique du Sud. Je vais en venir. Le gouvernement nigérien est responsable. S'il envisage de nationaliser, c'est qu'ils ont quand même étudié les pour et les contre. Ils ont analysé. Le Nigeria a assez de milliardaires qui peuvent récupérer cette entreprise-là et en faire un fleuron. D'ailleurs, je suis sûr que certains parmi eux, voyant les 4 milliards de dollars, pousseraient même pour que le Nigeria nationalise l'entreprise. Ils ont les moyens pour employer les Nigériens qui y travaillent. Le gouvernement sud-africain doit prendre conscience du danger qui guette son État. On ne peut pas, dans un État comme l'Afrique du Sud, qui a bénéficié de tous les soutiens des pays africains. Je vous ai rappelé ici que la Zambie a connu des bombardements sur son sol par l'armée sud-africaine pendant l'apartheid. Jamais la Zambie n'a demandé à l'Afrique du Sud une réparation. Aujourd'hui, parce que des individus qui ne sont pas contents, ils vont vouloir chasser tous les ressortissants, qu'ils soient dans une situation régulière ou irrégulière. Le pire, c'est que ce n'est pas les migrants irréguliers. Ils vont même dans des entreprises nous menacer des gens. Tout à fait. On a tous vu la vidéo du ressortissant nigérian qui est sorti les affronter frontalement, leur dit que lui, ici, il paye ses impôts, il emploie, il a formé des Sud-Africains. Personne ne peut l'intimider. On ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas gérer un État comme ça. Aujourd'hui, l'ANC est face à ses responsabilités. L'apartheid, c'était en 1994 la fin. Ça fait 32 ans. La plupart de ceux qui agissent là, c'est des jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Donc c'est à l'ANC de trouver une solution pour créer de l'emploi pour ces citoyens. Mais ils n'ont pas à aller s'en prendre aux ressortissants d'autres pays qui viennent travailler dur pour s'occuper de leur famille. Dans ce cas, quelle leçon l'Afrique du Sud allait porter plainte contre Israël à la Cour internationale de justice? Dans ce cas, quelle morale l'Afrique du Sud peut faire à Israël si vous-même vous comportez comme ça? Très bien. Herman, avec vous, j'aimerais juste rappeler ce point que le Nigeria et le Ghana ont demandé justement à ce que cette question de xénophobie et d'afrophobie soit sur la table de l'Union africaine qui va donc avoir un sommet. Ça sera l'année prochaine, début 2027. Vous m'emmenez cette question à dessein, je vois. Non, pas du tout. J'aimerais avoir votre avis. Quand on me sort l'Union africaine à chaque fois... Mais c'est notre union. Oui, l'Union africaine depuis le début. quelque chose. Dites-moi laquelle déclaration que l'Union africaine a fait de cette situation. Est-ce qu'elle prend pas le soin d'observer, de produire après, produire en communauté? Aujourd'hui, l'Union africaine a peur de perdre plutôt ses amis dans cette Union africaine. L'Afrique du Sud est un poids dans l'Union africaine. Donc ce n'est pas l'Union africaine qui va venir faire une déclaration contre le gouvernement de l'Afrique du Sud. Ce qui se passe en Afrique du Sud. Au début, on pensait que c'était des manifestants et autres. Mais moi, je pense aujourd'hui c'est quelque chose qui est structuré, systémique. Parce que les gens, les manifestants, pas le gouvernement, qui encadrent des manifestants. En Côte d'Ivoire, ici, tu peux te lever pour dire que sortir ces éléments de langage, puis commencer sur le terrain, et puis les policiers vont t'encadrer. Mon Dieu, c'est que tu as des villes même où les policiers donc je veux dire qu'on ne peut pas. Les gens encadrent, les gens, ils déjà même leur objet, leur motif de manifestation, à être des gourdins, tout ça, mais vous encadrez. Jusqu'à les gens vont dans les entreprises. Tu as vu cette dame qui a tout perdu, ou tu as pris son cas, elle a préféré casser tout. J'ai fait de gros investissements. Elle-même dans son salarié. J'ai le droit d'être là. On me dit du jour au lendemain, ce n'est plus à moi de force de donner cela. C'est dans quel pays ça? C'est quelle justice tu vas trancher? Ce que moi j'ai fait, parce que l'autre il est étranger dans mon pays, il est en situation régulière pour autant, et puis on donne ça à un autre, on fait un deal pour donner à un autre Sud-Africain. C'est pas possible. Ce que l'Afrique du Sud est en train de faire, on l'a dit ici, hein, elle est responsable de ce qui se passe. Et à un moment donné, les pays-là doivent utiliser le principe de réciprocité. Tu es en train de faire tout cela à des étrangers. Mais chez nous, on va nationaliser. Et puis on va commencer peut-être à faire sortir les Africains, les Sud-Africains de nos pays. Pourquoi on ne va pas le faire pendant que toi tu te réserves le droit de le faire avec des gourdins et autres, en humiliant des personnes qui sont allées ici se chercher dans un pays frère et autres. Si cette fraternité n'existe plus, pourquoi est-ce que, au nom de quelle amitié, je vais maintenir tes ressortissants chez moi en paix? Il faut un moment, ça va arriver. Parce que les Ghanéens, les Sud-Africains, aujourd'hui, même nous les Ivoiriens, on passe, c'est parce qu'on n'a vu aucun élément où peut-être qu'un Ivoirien a été inquiété, mais on allait leur montrer un peu ici. Non, je ne dis pas, je veux dire que ce que l'Afrique du Sud est en train de faire, il ne faut pas laisser cela comme ça passer et puis ils vont croire que ce qu'ils font là et ça va devenir cas d'école. C'est pas possible, c'est impossible. Et que l'Union africaine ne met pas l'Union africaine, mais la réunion est prévue pour début 2027. Il faut casser l'Union africaine, voilà. Quand tous les étrangers, les Africains étrangers vont tout suivre, vont tout suivre, tout perdre. Et là ils vont venir faire une déclaration pour dire quoi? Quelles sanctions? Ces machines-là, il faut les supprimer et puis on avance parce que ça ne sert à rien, absolument à rien. Encore une fois. Alors, l'Union africaine sert à quelque chose, messieurs. Sinon, les États n'allaient pas valider. Donc, moi, je leur fais d'âme, alors, parce que moi, je ne connais pas. Ils sont là, ils n'existent que pour leur personnel. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent faire vivre l'Union africaine, ils font des rapports, sinon, ils ne servent à rien. Je ne vois pas quel pays, aujourd'hui, leur décision, leur communiqué là, aide à avancer.
Est-ce que c'est la première fois justement que l'Union africaine a été saisie, ma chère Blassoni? L'Union africaine, je le rappelle qu'en mars dernier, le Ghana avait porté le point. Et puis il y a eu aussi cette polémique, ma chère Blassoni, de la visite du président Ramaphosa au Ghana. Et le Ghana a décliné poliment justement que le président sud-africain puisse venir. Ils ont décliné poliment donc sa visite. Mais on rappelle que la réunion justement où le sujet sera débattu aura lieu début 2027. Pour l'instant, constatons ce qui se passe encore une fois au niveau de l'Afrique du Sud et puis tous ces relents qui arrivent, ma chère Blassoni. Ben, en ce qui concerne l'Union africaine, permettez-moi d'être très brève dessus, parce que si pour des violences qui ont cours maintenant, vous vous réunissez en 2027, bon, ils y seront tous passés. Bon, pour qui faites-vous la réunion? Je m'arrêterai là. Ensuite, Dr Barry a tout à fait raison, il faut les frapper au portefeuille. Il faut les frapper au portefeuille. Il n'y a que comme ça, n'est-ce pas, qu'ils vont prendre conscience de ce qui est en train de se passer là. Mais au-delà de ça, Christelle, cela pose la question des politiques migratoires. Je vous disais ici la dernière fois que le continent manque de finition. C'est de cela qu'il s'agit. Parlons des matchs des pays africains lors du mondial. Voilà, mais c'est le schéma dans tous les secteurs. Là, c'est une politique migratoire qui n'est pas maîtrisée ou qui n'existe même pas. En Afrique du Sud? Absolument. Parce que quand vous vous réveillez un matin et que vous dites il y a trop d'étrangers, c'est que vous n'avez pas maîtrisé votre politique migratoire. La maîtrise d'une politique, n'est-ce pas, commence par la prévision. Ensuite, l'organisation. Lorsque vous voyez que votre taux d'immigration est en train de monter, vous concevez une politique. On ne chasse pas les gens avec des bâtons et des pieds. Absolument. Donc, c'est la non-maîtrise des politiques migratoires et c'est ainsi sur tout le continent. La non-maîtrise des politiques migratoires. Parce qu'il faut absolument, c'est un domaine qu'il faut maîtriser pour ne pas qu'on se retrouve là. Là, il parle d'à peu près, je crois, 4% d'étrangers, c'est ce qui les met dans cet état. Mais ici, on est à 26%. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde nos politiques migratoires. Ça ne veut pas dire chasser, n'est-ce pas, les migrants au bâton. Tout à l'heure, et comme ça, et à la machette, tout à l'heure, Daouda parlait d'OQTF. Donc, ce sont des politiques. Voilà, jamais vous ne verrez ça en France ou en Occident pour suivre, n'est-ce pas... Ils mettent des politiques, ils mettent des stratégies. Pour suivre les migrants comme des gazelles, ça ne se fait pas. Donc c'est là... Mais enfin, on en est à ce point-là, Christelle. Ils ont même des saguets. Bon, voyez-vous. Donc il faut absolument que le continent se structure. Dire que nous ne voulons pas d'un tel taux d'étrangers, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça veut dire que notre système ne peut pas absorber ni supporter cela. Donc il faut être très franc et concevoir des politiques. C'est ça qui manque sur le continent. Anticiper. Alors on sait bien que dans certains pays, ils parlent d'immigration choisie, c'est-à-dire qu'ils font rentrer sur leur territoire absolument. Dont ils ont besoin. Voilà. Et le problème des Africains, de façon générale, c'est qu'on ne s'assume pas. Voilà. Si il y a des termes qui nous effraient. Le Canada fait de l'immigration choisie. Mais est-ce qu'on s'en émeut? Non. Il y a des règles bien précises. Il y a des pays pareils qu'il faut. L'Allemagne, vous en parliez la dernière fois, c'est de l'immigration choisie. Mais pourquoi on s'émeut? On s'émeut et à force de ne pas s'assumer, on se lève un matin et on a des réactions épidermiques. Élisée. Ok. Moi, je voudrais rebondir sur la chute de... Excusez-moi, sur la chute de Blassoni. Oui, la question de politique migratoire et tout ça, ça peut se comprendre. Ici, moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Là, c'est pas la question... Parce qu'à aucun moment, ceux qui chassent ces migrants-là n'évoquent la question d'insécurité, qui sont en situation de sécurité. À aucun moment, ils ne le disent. Ils parlent plutôt du fait que ces gens-là leur auraient dérobé leurs emplois. C'est surtout l'élément qu'ils avancent. Ils disent bring back our job. Voilà. Mais quand vous regardez, même vous avez pris l'exemple tout à l'heure de la dame mozambicaine qui était obligée elle-même de saccager son salon avant de partir. Mais elle a volé l'emploi de qui? Elle a créé son emploi. Elle a volé l'emploi de qui? Le problème, il est humanitaire. Moi, je veux vraiment qu'on laisse la politique migratoire de côté. Il est humanitaire. Est-ce qu'on est d'accord que ce qui est en train d'être fait là est inhumain? Il est condamnable par toutes les législations qui existent au monde. Est-ce qu'on est déjà d'accord sur ce fait? Si on est d'accord sur ce fait, condamnons l'Afrique du Sud. Voilà, Christelle, excusez-moi. Voilà ce que disent les tests de l'Union africaine sur la question. C'est vrai qu'on dit qu'elle ne sert à rien, mais permettez-moi qu'on Bien sûr, elle sert à quelque chose. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine interdit toute discrimination fondée notamment sur la race, l'origine nationale ou sociale, l'ethnie, la couleur, la langue ou la religion. Et ça, c'est les articles 2 et 3. L'article 12 de cette même charte protège les étrangers légalement admis sur le territoire d'un État. Il prévoit qu'ils ne peuvent être expulsés que conformément à la loi et interdit les expulsions collectives visant des groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux. Quand on regarde ça, l'Afrique du Sud est totalement en violation de toutes ces dispositions. Que fait l'Afrique? Que fait l'Union africaine? Elle se réunit en 2027. Non, dans le mécanisme de fonctionnement de l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle les sommets extraordinaires. Quand on est face à une situation tragique, une situation d'urgence, le sommet extraordinaire est convoqué. Pour l'instant, on n'a pas de sommet extraordinaire. Mais on est dans une situation d'urgence. C'est ça, c'est pas une situation d'urgence, d'extrême urgence. Qu'est-ce qu'on appelle une situation d'extrême urgence? C'est qu'on attend la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki. Qu'est-ce qu'on appelle on est dans une situation d'extrême urgence. Et je suis effaré de voir que les bras sont croisés. L'Union africaine ne fait absolument rien, même pas un courrier de condamnation. On est tous assis, on est là, on regarde.
Elle a Christelle, prévu je le pense prochain je pense sommet, qu'à un je dis, en moment- 2027. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. 2027 Moi, Début 2027. Non, non, Mais Christelle, quand même, il répète ça. attendez, Trois fois que tu Non, le répètes, mais bien sûr, mais c'est les faits. Je donne les faits après. non, mais dans le mécanisme de fonctionnement de l'Union africaine, il y a des sommets extraordinaires. Mais il n'y en a pas pour l'instant. D'accord, ok, on y va. Et l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui s'est rappelé soudainement que les Africains subsahariens sont leurs ennemis, ceux-là dont certains chefs d'État, je ne citerai pas ici, ont dû priver leurs États de leurs gains pour pouvoir soutenir l'Afrique du Sud pendant la période d'apartheid. Aujourd'hui, ils sont souvenus que ne sont plus leurs frères, qu'on fait partie de ceux-là qu'il faut, les personnes, les pestiférer, des personnes non gratas chez eux. Il n'y a pas de problème, on prend acte. Ce même Afrique du Sud qui est là, on ne citera pas de nom, mais cette compagnie qui en fait aujourd'hui le fleuron à travers l'Afrique, mais cette compagnie-là, elle a eu des attitudes délictueuses dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je n'irai pas plus loin que ça, mais ceux qui savent le dossier, qui m'entendent, savent très bien. Ou même il a fallu que plus haut monte du point sur la table pour les rappeler à l'ordre. Mais à ce moment-là, on aurait pu nationaliser cette entreprise-là, parce que ce qu'ils ont fait en son temps-là, c'était grave. C'était même très grave sur le plan économique. Donc, à un moment donné, là, il faut vraiment que les gens comprennent. On en a un peu marre. 4 à 5% de votre population sont des immigrés. Et puis, ce n'est même pas des immigrés illégaux. Parce qu'on dit 4 à 5% des immigrés. Donc, dans ce lot-là, les gens sont venus légalement et qui travaillent et qui participent à l'économie de l'Afrique du Sud. Vous décidez de chasser tout le monde un matin. Christelle, moi je pose la simple question. En Afrique du Sud, sommes-nous dans un État ou sommes-nous dans une jungle? J'explique ma question. Parce que dans tous les pays structurés au monde et qui existent, même ceux-là aujourd'hui qui traversent des problèmes, des situations de crise, on dit toujours force reste à la loi. Quel est donc ce pays où des individus se lèvent un matin, ils imposent leur dictat à l'État central? Et c'est ce qu'eux ont décidé là, qui est mis en application. C'est que l'État n'existe plus, il y a une faillite. Non, l'État existe puisque l'État les accompagne. Enfin, on a vu la force policière encadrée et la dernière marche, on se souvient, on en a débattu ici. Donc, elle les accompagne, elle est complice. A dit on va encadrer la marche. J'ai compris, Christelle. Le rôle des forces publiques, quand ils encadrent une marche, c'est quoi? Éviter justement la violence. Maintenant, quand vous encadrez une marché qui a des violences, Et et que des qu'on gens sont marche tabassés, des et que des magasins sont cassés, brisés, qu'est-ce que c'est cet encadrement? Non, c'est pourquoi je pose la question, sommes-nous dans un État ou bien on est dans une faillite? Parce qu'on ne peut pas, dans un État où les forces de police assument pleinement leur rôle, assister à un tel spectacle. Moi, je pense, et ça n'engage que moi seul, je pense que c'est une politique savamment orchestrée, une stratégie savamment orchestrée et qui est en train d'être exécutée. Et on nous fait croire que c'est porté juste par des individus, excusez-moi du terme, et c'est vrai, mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est une politique en train de mise en jeu, en œuvre ici. Et c'est pour ça que je dis que tous les pays africains doivent s'élever comme un seul homme et puis interpeller l'Afrique du Sud. Et sanctionner l'Afrique du Sud, nationaliser là. C'est même petit. On ira même au-delà de la nationalité. En faisant quoi? Couper toute relation économique avec l'Afrique du Sud. C'est la chose qui existe. Non, diplomatique, on peut y aller. On va te dire encore, bon, c'est grave, c'est pas grave. Même si on n'a pas de relation avec vous, on commerce, il peut y avoir un truc. Mais quand on va économiquement étouffer, on pense que chacun verra maintenant qu'il a besoin de son ami. Moi, je crois que vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Et les Africains ne peuvent pas rester là et regarder comme c'est quelque chose de normal. On voit, personne ne prend position, on est dans le politiquement correct, la diplomatie correcte, il faut arrêter ça. C'est des vies humaines qui se jouent là, c'est des avenirs qui se jouent là, et on ne peut pas s'amuser avec ça comme si on entendait parler des gadgets. Alors revenons sur le terme qui est mis en lumière ici. Il s'agit de l'afrophobie, qui désigne les préjugés, discriminations, actes de rejet ou de violence visant les personnes noires, africaines ou afrodescendantes en raison de leur origine ou de leur couleur de peau. Docteur Barry, lorsqu'on regarde stratégiquement ce conflit, je ne dirais pas ce conflit, mais cette situation de crise en Afrique du Sud, elle n'a que trop duré. Et je suis en accord avec vous parce que l'Union africaine, qui est l'organe central, général du continent, peut-être prend le temps de lever cette session extraordinaire et puis de poser clairement le problème sur la table. Qu'est-ce qui oui, rapidement. Quand Barry parlait, certainement c'était un lapsus, il a dit que l'apartheid a pris fin en 1994. C'est plutôt officiellement en 1991 que ça a pris fin. Non, je parlais des élections en fait. Ah d'accord, ok. Alors, docteur Barry, si l'Union africaine ne bouge pas, quel autre mécanisme nous avons diplomatiquement pour rencontrer le président sud-africain à l'effet de lui faire entendre raison pour dire attention, c'est vrai qu'il y a des enjeux politiques dans cette affaire, stratégiquement pour la continuité au pouvoir de l'ANC, mais attention, on risque d'aller à une implosion de nos relations. Parce que si le Nigeria et le Ghana commencent à nationaliser, demain, ça sera quel pays? Le Sénégal ou la Côte d'Ivoire? Et évidemment, comme ils l'ont dit, ça va créer beaucoup de choses. Alors, in fine, comme le disait Houphouët Boigny, cherchons toujours les moyens de la paix. Quels sont les leviers que nous avons en Afrique en interne, hors Union africaine pour l'instant, pour régler justement ce problème-là? Déjà, on a la SADC, qui est l'Organisation des États d'Afrique australe, qui est aussi structurée que la CEDEAO, qui est généralement plus efficace que l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, il y a beaucoup plus d'États, il y a beaucoup plus d'intérêts. Il y a des États qui ont de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud, peut-être qu'ils ne se sentent pas visés, ce qui fait que le pouvoir d'action est difficile. Mais je pense qu'au niveau de la SADC, vu que certains pays de la SADC, dont le Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique, ont leurs ressortissants qui sont touchés justement par l'afrophobie, je pense qu'on peut utiliser la SADC. Mais revenant à l'Union africaine, c'est plus un rapport de force.
Voyez-vous, l'Union africaine, comme Élysée l'a rappelé, a organisé plusieurs sommets extraordinaires. Je pense que Bien sûr, on est tous contemporains de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici entre 2000 et 2010. Il y a eu plusieurs sommets. Ils ont même délégué des médiateurs qui sont venus parler au Soudan récemment. Il y a eu des médiateurs. Le président de la commission était au Burkina il n'y a même pas 5 jours pour faire la médiation entre l'AES et la CEDEAO. Alors que ce problème qu'on pose là, il est encore plus grave que ce qui a été fait, bien sûr. entre l'AES et la CEDEAO. Parce qu'entre l'AES et la CEDEAO, à ma connaissance, j'ai jamais vu d'un pays de l'AES où on a agressé des ressortissants de la CEDEAO ou des pays de la CEDEAO où on a agressé des ressortissants de l'AES. Les gens se parlent, il y a la libre circulation. Ce problème-là, c'est un problème qui risque de faire imploser l'organisation elle-même si elle n'est pas réglée. Parce qu'aujourd'hui, on protège l'Afrique du Sud. Certains États protègent l'Afrique du Sud parce que c'est un grand pays. C'est tout. C'est le rapport du force. C'est comme les États-Unis à l'ONU ou les 5 membres du Conseil de sécurité. Certains États africains protégeraient l'Afrique du Sud. J'aimerais bien comprendre ce point, Dr Barry. C'est parce que c'est l'Afrique du Sud. Si c'est Sao Tomé et Principe qui a fait ça, ou bien le Burkina, l'Union africaine était sortie depuis longtemps. C'est une question de rapport de force, Christelle. Très bien. C'est comme les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Okay. Ils ne croient qu'en leur constitution et à la Bible ou le Coran. C'est aussi simple que ça. C'est la réalité des relations internationales. Maintenant, aujourd'hui, comme je le dis, ce problème-là, si on ne le règle pas, c'est la boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir sur le continent. Parce que la nationalisation, là, ça va venir. Et ça va donner des idées à d'autres pays qui voudraient se comporter comme l'Afrique C'est clair, du Sud ça le peut fait faire un boule de neige. Très bien. Rapidement, Daouda. Non, en fait, pour aller dans le sens de Barry, parce que imaginez-vous, si ce problème togolais n'est pas réglé... Togolais? Je dis togolais. Sud-africain. Sud-africain, aujourd'hui, vous êtes... Oui, je suis un peu en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, ils ont juste 4% d'étrangers, et nous qui en avons un peu plus de 20%. Donc, demain, nous aussi, on peut s'élever pour dire, qui va nous dire pourquoi tu fais ça? Ou bien le Mali s'élève pour dire, aujourd'hui, on ne veut plus d'étrangers. Le Togo s'élève, on ne veut plus d'étrangers. Tous les pays s'élèvent. Le Nigeria, le Nigeria et autres. Est-ce qu'on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. Je pense que le problème, il faut le régler. Parce que si on ne le règle pas, ça donne aussi le droit aux autres États de faire la même chose. Et je pense qu'il faut mettre fin à ça. Et c'est pour cette raison que je termine pour dire c'est le lieu pour tous les pays africains de commencer à boycotter tous les produits sud-africains sur leur territoire. C'est aussi simple que bonjour. On regarde polygamiste actuellement. Très bien. En tout cas, moi, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse même pas. Messieurs, merci. Sud-africain, je ne regarde pas. Messieurs, merci beaucoup. Faut pas que, justement, c'est ça le point. Il faudrait qu'on puisse le décrypter. C'est Daouda a raison. C'est vrai que la situation est voilà, révoltante. on le voit là, très révoltante. Il faut qu'on décrypte sans passion et qu'on continue quand même à espérer que de belles choses vont sortir de cette affaire, que ça va se régler. Ça doit pouvoir se régler. Avec le rapport de force. Messieurs, merci beaucoup.